On raconta par la suite que l'homme était arrivé par le nord, par la porte des Cordiers. Il allait à pied, menant par la bride son cheval chargé de bagages. L'après-midi était bien avancé, Cordiers et Bourliers avaient déjà fermé leurs échoppes, la ruelle était déserte. En dépit de la chaleur, l'homme portait un manteau noir jeté sur ses épaules. Il attirait l'attention. Il s'arrêta devant l'auberge au vieux Naracorte. Il resta planté là quelques minutes, à écouter le brouhaha des conversations. L'auberge, comme d'habitude à cette heure, était noire de monde. L'inconnu n'entra pas au vieux Naracorte. Il entraîna son cheval plus loin, vers le bas de la rue, où se trouvait un autre cabaret, plus petit, qui s'appelait de Renard. Le cabaret était vide, il n'avait pas très bonne réputation. Le patron leva la tête de son tonneau de cornichons marinés pour toiser son client. L'étranger, qui n'avait pas ôté son manteau, se tenait devant le comptoir, raide, figé. Il ne disait mot. « Qu'est-ce que ce sera ?»« Une bière, » répondit l'inconnu. Il avait une voix désagréable. Le cabaretier s'essuya les mains à son tablier de toile et remplit un boc en grès. Le pot était ébréché. L'inconnu n'était pas vieux, mais il avait les cheveux pratiquement blancs. Sous son manteau, il portait un pourpoint de cuir râpé, lacé à l'encoulure et sur les manches. Quand il se débarrassa de son manteau, tous remarquèrent le glaive suspendu à sa ceinture dans son dos. Qu'il eût une arme n'avait en soi rien d'étonnant. À Vizima, presque tout le monde se promenait armé. Cependant, personne ne portait son glaive suspendu dans le dos comme un arc ou un carquois. L'inconnu n'allait pas s'asseoir à une table, au milieu des rares clients. Il resta au comptoir, scrutant le cabaretier. Il avala une gorgée de bière. « Je cherche une chambre pour la nuit. »« Il n'y en a pas, » grogna le cabaretier en considérant les bottes de son client, sales et poussiéreuses. « Allez voir au vieux Naracorte. Je préférerais ici. »« Il n'y en a pas. » Le cabaretier identifia enfin l'accent de l'inconnu. C'était un rive. « Je paierai, » dit l'étranger à voix basse, marquant comme de l'hésitation. C'est alors que toute cette horrible histoire a commencé. Un buteur, au visage marqué par la petite vérole et à la mine patibulaire, se leva et s'approcha du comptoir. Il n'avait pas quitté l'étranger des yeux depuis son entrée dans le cabaret. Ses deux compagnons vinrent se placer juste derrière lui, à 2 pas au plus. « Y a pas de place, gredin, vagabond de rive !» râla le grêlé en serrant l'inconnu de près. « On n'a pas besoin de types comme toi par ici. Vizima est une ville bien. » L'inconnu prit son boc et s'écarta. Il regarda le cabaretier, mais celui-ci évitait son regard. Il n'avait pas la moindre intention de défendre le rive. Après tout, qu'est-ce qui aimait les rives ? « Tous les rives sont des voleurs, » poursuivit le grêlé, qui puait la bière, l'ail et la méchanceté. « Tu entends ce que je te dis, espèce de pan de nuit ?»« Il n'entend pas, il a de la merde dans les oreilles, » dit l'un de ses 2 acolytes, ce qui provoqua les ricanements de l'autre. « Paix et fiche-moi le camp » hurla le grêlé. Alors, seulement, l'inconnu le regarda. « Je finis ma bière. »« On va t'y aider, » grinça le buteur. L'homme envoya promener le boc qui tenait le rive, puis attrapa celui-ci par l'épaule en glissant le doigt sous le baudrier qui lui barrait la poitrine en diagonale. L'un de ses compagnons leva le poing, prêt à frapper. L'étranger se tortilla comme un ver et déséquilibra le grêlé. Il dégaina son glaive qui siffla dans son fourreau et brilla d'un bref éclat en réfléchissant à la lumière des lanternes. Ce fut la confusion générale. Des cris. Un des clients se rua vers la sortie. Une chaise culbutée tomba avec fracas, des pots de gris heurtèrent le sol avec un bruit sourd. Les lèvres tremblantes, le cabaretier contemplait le crâne horriblement défoncé du grêlé qui se laissait choir, les doigts agrippés au comptoir, puis disparaissait de sa vue comme s'il se noyait. Les 2 autres gisaient par terre. L'un ne bougeait plus. L'autre se tordait dans des mouvements convulsifs au milieu d'une flaque sombre qui s'agrandissait à vue d'œil. Un cri aigu de femme, hystérique, vrillant les oreilles, vibra dans l'air. Le patron du cabaret eut un hoquet et se mit à vomir. L'étranger recula contre le mur, ramassé, crispé, sur ses gardes, tenant son glaive à 2 mains,
Il fouettait l'air de la pointe. Personne ne bougeait. La terreur, telle de la boue glacée, recouvrait les visages, paralysait les membres, obstruait les gorges. Des gardes firent irruption dans le cabaret en faisant un grand tapage. Ils étaient 3. Ils devaient se trouver à proximité. Ils tenaient leur martinet prêt à entrer en action, mais dégainèrent leur glaive dès qu'ils aperçurent les cadavres. Le Rive s'adossa au mur. De sa main gauche, il tira un poignard glissé dans sa botte. « Lâche ça !» hurla un garde d'une voix tremblante. « Lâche ça, bandit! Essuie-nous !» Un deuxième garde donna un coup de pied dans une table qui l'empêchait d'atteindre le Rive par le flanc. « File chercher du renfort, Tresca !» hurla-t-il au troisième, resté près de la porte. « Inutile !» fit l'inconnu en baissant son glaive. « J'y vais tout seul. »« Tu vas nous suivre, graine de chien, et au bout d'une corde !» gueula le garde, tout tremblant. « Lâche ton glaive, sinon je te défonce le crâne !» Le Rive se redressa. Il s'empara prestement d'une dague dissimulée sous son aisselle gauche et, brandissant son bras droit dans la direction des gardes, traça dans l'air un signe rapide et compliqué. On vit alors scintiller les clous dont étaient généreusement garnies les manchettes de son pourpoint de cuir, qui lui montait jusqu'au coude. Les gardes reculèrent aussitôt en se protégeant la figure de leur avant-bras. Un client se leva d'un bond, un autre s'enfuit vers la porte. La femme poussa un nouveau cri, sauvage, terrifiant. « J'y vais tout seul », répéta l'inconnu d'une voix sonore, métallique. « Et vous 3, marchez devant. Conduisez-moi chez le burgrave. Je ne connais pas le chemin. »« Oui, seigneur », bredouilla l'un des gardes avec un air penaud. Il avança vers la sortie en jetant des regards inquiets autour de lui. Les 2 autres le suivirent précipitamment en marchant à reculons. L'inconnu les imita en rangeant son glaive dans son fourreau et son poignard dans sa boîte. Tandis qu'il passait devant les tables, les clients se cachaient la tête sous les pans de leurs vêtements. Vélérad, le burgrave de Vizima, se gratta le menton. Il réfléchissait. Il n'était ni superstitieux, ni peureux, mais l'idée de rester en tête-à-tête avec l'homme aux cheveux blancs ne lui souriait guère. Il finit par se décider. « Sortez !» ordonna-t-il au garde. « Et toi, assieds-toi. Non, pas ici. Plus loin, si tu veux bien. » L'inconnu s'assit. Il n'avait plus son glaive ni son manteau. « Je t'écoute !» dit Vélérad en jouant avec le lourd sceptre posé sur son bureau. « Je suis Vélérad, le burgrave de Vizima. Qu'as-tu à me dire, honoré brigand, avant que je te fasse jeter au cachot ? 3 hommes tués et une tentative d'ensorcellement ? Tu y vas fort. Pour de tels forfaits, chez nous, à Vizima, c'est le supplice du pal. Mais comme je suis un homme juste, je vais d'abord t'écouter. Parle. » Le Rive délaça son pourpoint et tira de l'encolure un parchemin blanc. Aux croisées des chemins, dans les tavernes, cet appel est placardé partout, fit-il doucement. C'est vrai, ce qui est écrit dessus. Ah, grommela Vélérad en regardant les runes gravées sur la peau de chèvre. C'est de cela qu'il s'agit. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt ? Eh bien oui, c'est vrai, c'est tout ce qu'il y a de plus vrai. Cet appel porte la signature du roi Foltest, seigneur de Témérie, Pontard de Mahakam. C'est donc que c'est vrai. Mais un appel est une chose, et la loi une autre. Ici, à Vizima, c'est moi qui fais respecter l'ordre et la loi. Et je ne permettrai pas qu'on assassine des gens. Tu m'entends ? Le Rive acquiesça d'un signe de tête. « Tu as ton emblème de sorceleur ?» demanda Vélérad, haletant de colère. L'inconnu replongea la main dans l'encolure de son pourpoint et en extirpa un médaillon rond, suspendu à son cou par une chaînette en argent. Le médaillon figurait une tête de loup montrant les crocs. « Tu as un nom ? Tu n'es pas obligé de me donner le vrai. Ce n'est pas pour satisfaire ma curiosité, mais pour la commodité de la conversation. Je m'appelle Gérald. »« Allons-y pour Gérald, de Rivy, à en juger par ton accent. »« Oui. »« Bien. Tu sais quoi, Gérald ? Laisse tomber. » Vélérad tapota l'appel du plat de la main. « C'est une affaire sérieuse. Beaucoup s'y sont déjà essayés. Ça, mon frère, c'est autre chose que de flanquer nos rossets à quelques vauriens. »« Je le sais. C'est mon métier, burgrave. Il est écrit sur l'appel qu'il y a 3000 orins de récompense. »« 3000, oui. » Vélérad eut une moue de dédain. « Et la main de la princesse, si l'on en croit la rumeur.
même si sa gracieuse majesté Foltest n'a rien écrit de tel. La princesse ne m'intéresse pas, dit tranquillement Gérald, impassible, les mains posées sur les genoux. Il est écrit 3000. Quelle époque, soupira le burgrave. Quelle époque pourrie. Qui aurait pensé, il y a encore 20 ans, même en ayant bu, qu'il existerait un jour des professions comme celle de sorceleur. Les sorceleurs, ces tueurs ambulants de basilic, ces vainqueurs ambulants de dragons et de noyeurs. Gérald, on a le droit de boire de la bière dans ta corporation? Bien sûr. Vélérad frappa dans ses mains. Qu'on apporte de la bière, ordonna-t-il. Et toi, Gérald, rapproche-toi. Peu m'importe ce qu'on dira. La bière était fraîche et mousseuse. C'est une époque pourrie, monologuait Vélérad en ingurgitant son boc. La vermine en tout genre pullule. À Mahakam, dans les montagnes, les bébés garous fourmillent partout. Dans les forêts d'autrefois, il y avait au moins des loups qui hurlaient. Maintenant, il n'y a plus que des vampires, des sortes de noctules. Où que tu craches, tu tombes sur un loup-garou ou quelque autre peste. Dans les campagnes, des ondines et des pleureuses enlèvent des enfants. On parle déjà de centaines. Il apparaît des maladies dont personne n'avait jamais entendu parler. À vous en dresser les cheveux sur la tête. Et pour compléter le tableau, ça, fit-il en repoussant le parchemin sur le bureau. Il n'est pas étonnant, Gérald, que les gens fassent si souvent appel à vos services. C'est un appel du roi, burgrave. Gérald redressa la tête. Vous pouvez me fournir des détails. Vélérad se renversa en arrière sur sa chaise et croisa les mains sur son ventre. Des détails, tu dis? Je peux t'en fournir, oui. Ce ne sont pas des informations de première main, mais elles sont de bonne source. C'est justement ce qui m'intéresse. Tu as de la suite dans les idées, comme tu veux. Écoute. Vélérad avala une gorgée de bière, puis reprit en baissant la voix. Quand sa gracieuse majesté Foltest était encore prince héritier, sous le règne du vieux Médel, son père, sa gracieuse majesté nous montrait déjà de quoi elle était capable. Et elle était capable du pire. Nous comptions que ça lui passerait avec l'âge. Or, à peine couronné, dès la mort du vieux roi, Foltest s'est surpassé, au point que nous avions tous la mâchoire qui se décrochait. Pour être bref, disons qu'il est allé jusqu'à faire un enfant à sa propre sœur, Ada. Ada était sa cadette. Ils étaient inséparables. Mais personne ne se doutait de rien. Enfin, la reine, peut-être. Bref, voilà qu'on découvre qu'Ada a un gros ventre, et Foltest commence à causer mariage. Avec sa sœur, tu imagines, Gérald? La situation était alors diablement tendue. Vizimir de Novigrad, qui avait décidé de marier sa Dalka à Foltest, avait envoyé une ambassade. Nous avons eu toutes les peines du monde à empêcher le roi, en le retenant par les pieds et les mains, de courir insulter les émissaires. C'est heureux que nous y soyons arrivés, car Vizimir n'aurait pas manqué de nous étriper pour se venger de cet affront. Ensuite, grâce à l'aide d'Ada, qui a influencé son cher frère, nous avons réussi à dissuader le gamin d'un mariage précipité. Ada a accouché, dans les temps réglementaires, et comment? À présent, écoute bien, car c'est là que l'affaire commence. Il n'y a pas eu beaucoup de gens à voir de près la chose qui est née, mais l'une des deux accoucheuses s'est jetée par une fenêtre du donjon. Quant à l'autre, elle a eu un coup de folie et en est restée un timbré. Je me dis donc que ce super bâtard ne devait pas être très beau à voir. C'était une fille. D'ailleurs, elle est morte aussitôt. Personne, semble-t-il, ne s'était empressé de nouer son cordon ombilical. Ada, pour son bonheur, est morte en couche. Et ensuite, mon frère, Foltest, a joué les imbéciles pour la énième fois. Il n'aurait pas dû garder le super bâtard dans un sarcophage, dans les souterrains du palais. Il aurait dû soit l'incinérer, soit, à ce que je sais, l'enterrer quelque part dans un endroit perdu. Il ne sert à rien d'épiloguer maintenant. Gérald leva la tête. En tout cas, il aurait fallu appeler un lettré. Tu veux parler de ces grippe-sous avec des étoiles sur leur chapeau? Bien sûr qu'on en a appelé. Il en est accouru une dizaine. Mais c'était après qu'on eut découvert que la chose sortait la nuit de son sarcophage. Elle n'en est pas sortie tout de suite, tant s'en faut. Pendant les 7 années qui ont suivi son enterrement, on a eu la paix.
Mais voilà qu'une nuit, c'était la pleine lune, on entend du tapage au château, des cris, une confusion indescriptible. Ce n'est pas la peine que je te raconte, ce sont des choses que tu connais. Et puis tu as lu l'appel. Dans son cercueil, le bébé avait grandi, beaucoup grandi, et des dents lui avaient poussé, bien comme il faut. En un mot, c'était devenu une ostrige. C'est dommage que tu n'aies pas vu les cadavres comme moi je les ai vus. Tu n'aurais pas manqué de faire un grand détour pour éviter Vizima. Gérald l'écoutait sans broncher. Alors, poursuivit Vélérade, comme je te l'ai dit, Foltest a remonté toute une foule de sorciers. C'était à celui qui glapierait le plus fort. Ils ont presque failli en venir aux mains et se battre avec les gros bâtons dont ils sont armés. Certainement pour chasser les chiens qu'on leur lâche dessus. Et je pense qu'on leur en lâche dessus régulièrement. Excuse-moi, Gérald, si tu ne partages pas mon opinion sur les magiciens, vu ton métier, tu les vois probablement sous un autre jour, mais pour moi, ce ne sont que des fainéants et des imbéciles. Vous, les sorceleurs, vous inspirez davantage confiance. Vous êtes, comment dirais-je, plus concret. Gérald sourit sans faire de commentaire. Bon, revenons-en à notre propos. Le burgrave, après un coup d'œil dans son boc, se reversa de la bière et resservit le riz. Les conseils de certains sorciers ne paraissaient pas bêtes du tout. L'un d'eux proposait de mettre le feu au château, le sarcophage, et la strige aurait brûlé avec. Un autre conseillait de lui trancher la tête d'un coup de bêche. D'autres étaient partisans de ficher des chevilles en bois de tremble dans différentes parties de son corps. En plein jour, bien sûr, quand la diablesse dormait dans son cercueil, épuisée après ses réjouissances nocturnes. Hélas, il s'en est trouvé un bouffon avec un bonnet pointu perché sur son crâne chauve, un ermite bossu, pour inventer qu'un charme avait été jeté sur l'enfant et qu'il était possible de le rompre. Ensuite, la strige redeviendrait la petite fille de Foltest, mignonne comme un cœur. Pour cela, il n'y avait qu'à passer toute une nuit dans la crypte et le tour serait joué. Après quoi, tu imagines, Gérald, quel écervelé c'était. Il est allé passer la nuit au manoir. Comme tu peux t'en douter, il n'en est pas resté grand-chose, juste son bonnet et son gourdin, je crois. Mais Foltest s'est accroché à cette idée comme du gratte-cul à la queue d'un chien. Il a interdit toute tentative de tuer la strige et a convoqué à Vizima des charlatans des coins les plus reculés du pays, pour qu'ils désenvoûtent la princesse. Il fallait voir la compagnie. Elle était pittoresque. Des bonnes femmes tordues, des boiteux, si sales mon frère, si pouilleux que c'était pitié. Et que je t'opère un charme par-ci, et que je t'opère un charme par-là, de préférence devant une assiette de soupe et un pot de bière. Bien sûr, plusieurs ont été rapidement démasqués par Foltest ou par le Conseil. Quelques-uns ont même été condamnés au pilori, mais il n'y a pas eu assez de condamnation. Si ça n'avait tenu qu'à moi, ils auraient tous été pendus. Pendant ce temps, la strige continuait à déchiqueter à belles dents tous ceux qui se présentaient, sans faire de quartier, faisant fi des escrocs et de leurs formules magiques. Je pense qu'il est inutile que je le précise. Je ne crois pas non plus avoir à préciser que Foltest n'habitait plus au château. Plus personne n'y habitait. Vélérade s'interrompit, vida son boc. Le sorceleur se taisait. Il y a 6 ans que ça dure, Gérald. Car la chose est née il y a à peu près 14 ans. Entre-temps, nous avons eu d'autres soucis. Nous nous sommes battus contre Vizimir de Novigrad pour des motifs sérieux et qu'on pouvait comprendre. Une affaire de poteau de bornage que nous voulions déplacer. Et non pas pour les affaires de filles ou de liens de parenté. Foltest, soit dit entre parenthèses, commence enfin à envisager vaguement de se marier et il examine les portraits qu'envoient les cours voisines, alors que jusqu'ici, il avait l'habitude de les jeter dans les latrines. Mais sa manie le reprend de temps en temps. Il envoie alors des hommes à cheval à la recherche de nouveaux sorciers. Et puis il a promis cette récompense de 3000 orins, à la suite de quoi sont apparus quelques toqués, des chevaliers errants, même un pâtre, un innocent connu dans toute la contrée. Paix à son âme. Quant à la strige, elle se porte bien. Elle dévore juste quelqu'un de temps en temps. On s'y fait. Les héros qui essaient de la désenvoûter ont au moins ça de positif que la bête se repaît sur place au lieu de traîner à l'extérieur du manoir. Et Foltest a un nouveau château, vraiment beau. Pendant ces 6 ans, Gérald releva la tête.
Pendant ces 6 ans, il ne s'est trouvé personne pour en venir à bout. Eh bien non. Vélérad jeta sur le sorceleur un regard scrutateur. Il faut croire que c'est impossible, il va falloir qu'il s'y résigne. Je parle de Foltest, sa gracieuse majesté, notre souverain bien-aimé, qui continue à faire clouer ses appels à la croisée des chemins. Mais les volontaires se font, comme qui dirait, plus rares. Il y en a eu un récemment, certes, mais il voulait que les 3000 lui soient versés d'avance. Alors on l'a mis dans un sac et jeté dans un lac. Ce ne sont pas les escrocs qui manquent. Oui, ça ne manque pas. Il y en a même beaucoup, approuva le burgrave sans quitter le sorceleur du regard. C'est pour cela que, quand tu iras au palais, ne demande pas d'ordre d'avance. Si tant est que tu y ailles. J'irai. Eh bien, ça te regarde. Cependant, n'oublie pas mon conseil. Et puisqu'il est question de la récompense, on reparle ces temps-ci de l'autre partie, je l'ai évoqué tout à l'heure, à savoir la main de la princesse. Je ne sais pas qui a inventé ça, mais si la strige ressemble à ce qu'on raconte, la plaisanterie est particulièrement macabre. Malgré tout, il n'a pas manqué d'imbéciles pour filer au galop jusqu'au manoir, dès que le bruit s'est répandu, que c'était une occasion de rentrer dans la famille royale. Concrètement, 2 compagnons cordonniers. Pourquoi les cordonniers sont-ils si bêtes, Gérald ? Je ne sais pas. Et des sorceleurs, burgrave. Des sorceleurs s'y sont frottés. Il y en a eu plusieurs. Et comment donc ? Généralement, quand ils apprenaient qu'il fallait juste désenvuter la strige et non pas la tuer, ils haussaient les épaules et pliaient bagages. Du coup, les sorceleurs ont remonté dans mon estime, Gérald. Après eux, il en a venu encore un, plus jeune que toi. Je ne me rappelle pas son nom, si tant est qu'il ne me l'ait donné. Lui s'y est frotté. Et alors ? La princesse aux dents acérées a dispersé ses tripes sur une sacrée distance, à une demi-portée d'arc. Gérald hochait la tête. Il n'y en a pas eu d'autres après. Si, il y en a eu encore un. Vélérad se tut un instant, le sorceleur ne le pressait pas. Oui, finit par reprendre le burgrave. Il y en a eu un autre. Au début, quand Foltest l'a menacé du gibet s'il tuait ou blessait la strige, il a juste éclaté de rire et s'est mis à faire ses bagages. Mais finalement, Vélérad baissa de nouveau la voix. Il murmurait presque, penché par-dessus la table. Finalement, il a accepté. Vois-tu, Gérald, il y a ici, à Vizima, quelques personnes intelligentes, des gens haut placés même, qui sont là de toute cette affaire. Le bruit court que ces gens ont discrètement persuadé le sorceleur de tuer la strige sans faire de cérémonie ni perdre son temps à jeter des charmes. Il n'aurait qu'à dire au roi que le charme n'avait pas opéré, que sa fille était tombée dans l'escalier. Bref, qu'il s'était produit un accident au cours de l'opération. Le roi, certes, se mettrait en colère et ne lui verserait pas un ourin de récompense, mais l'affaire n'irait pas plus loin. Ce fripon de sorceleur a répliqué que si c'était pour tuer la strige gratis, nous n'avions qu'à y aller nous-mêmes. Eh bien, nous n'avions pas le choix. Nous nous sommes cotisés, nous avons marchandé. Sauf que tout ça n'a servi à rien. Gérald fronça les sourcils. À rien, dis-je, déclara Vélérad. Le sorceleur n'a pas voulu y aller tout de suite, dès la première nuit. Il préférait traîner, rester aux aguets, rôder dans le coin. D'après ce qu'on raconte, il a fini par voir la strige, vraisemblablement en pleine action parce que la bête ne sort jamais de sa crypte, simplement pour se dégourdir les jambes. Il a décampé la nuit même, sans prendre congé. Gérald fit une légère grimace qu'il fallait sans doute interpréter comme un sourire. Ces gens intelligents, commença-t-il, ont certainement gardé leur argent. Les sorceleurs ne se font pas payer d'avance. Oui, dit Vélérad, bien sûr qu'ils l'ont gardé. La rumeur publique ne dit pas combien. Vélérad eut un large sourire. Certains disent 800. Gérald remua la tête en signe de dénégation. D'autres parlent de 1000, marmonna le burgrave. Ce n'est pas beaucoup, si l'on tient compte du fait que la rumeur a tendance à tout amplifier. Après tout, le roi en offre 3000. N'oublie pas la fiancée, se gaussa Vélérad. Mais de quoi parlons-nous ? On sait que tu n'obtiendras pas ces 3000. Et comment le sait-on ? Vélérad appliqua un bon coup du plat de la main sur la table. Gérald, ne ternis pas l'image que j'ai des sorceleurs. Cette affaire dure déjà depuis plus de 6 ans.
La Strige expédie près d'une cinquantaine de personnes par an, même s'il y a moins de victimes aujourd'hui parce que tout le monde se tient à distance du château. Non, mon frère, je crois au sortilège. J'ai déjà vu beaucoup de choses et j'ai confiance dans les pouvoirs des mages et des sorceleurs. Jusqu'à un certain point, cela va de soi. Mais ce désenvoûtement est une ineptie qui a germé dans la tête d'un vieillard bossu et morveux, abéti par sa pitance d'ermite. C'est une bêtise à laquelle plus personne ne croit, à part Foltest. Non, Gérald, Ada a mis au monde une Strige parce qu'elle a couché avec son frère, voilà la vérité, et aucun sortilège n'y pourra rien. La Strige dévore des êtres humains, comme toutes les Striges, et il faut la tuer, normalement, simplement. Écoute, il y a 2 ans, des paysans d'un trou perdu des environs de Mahakam sont allés en groupe massacrer à coups de hanche le dragon qui dévorait toutes leurs brebis, et ils n'ont même pas jugé utile de s'en vanter. Pendant ce temps, nous, ici, à Vizima, nous attendons un miracle, et à chaque pleine lune, nous barricadons nos portes et ligotons des criminels à un pieu devant le manoir en escomptant que la bête, une fois repue, retournera dans son cercueil. Ce n'est pas un mauvais moyen, dit le sorceleur en souriant. La criminalité a diminué, pas le moins du monde. Pour aller au château, au nouveau, c'est par où? Je t'y conduirai personnellement. Que penses-tu d'une proposition de la part de ces gens intelligents? Burgrave, dit Gérald. À quoi bon se presser? D'abord, quelles que soient mes intentions, il peut réellement se produire un accident au cours de l'opération. Alors, ces gens intelligents devraient bien se demander comment me protéger de la colère du roi et préparer les 1500 orins dont parle la rumeur publique. On avait dit 1000. Non, seigneur Vélérade, dit le sorceleur d'un ton sans réplique. L'homme à qui vous en donniez 1000 s'est enfui sans demander son reste rien qu'à la vue de la Strige. Ça veut dire que le risque est supérieur à 1000. Est-il supérieur à 1500? C'est ce qu'on verra. Bien entendu, je prendrai congé avant de partir. Vélérade se grattait la tête. Gérald. 1200? Non, Burgrave. Ce n'est pas un boulot facile. Le roi en offre 3000. Et je dois vous dire qu'il est parfois plus facile de désenvoûter que de tuer. L'un ou l'autre de ceux qui m'ont précédé aurait bien fini par tuer la Strige si ça avait été aussi simple. Vous pensez qu'ils se sont laissés dévorer simplement parce qu'ils avaient peur du roi? D'accord, mon frère. Vélérade branla la tête d'un air mélancolique. Marché conclu. Seulement, pas un mot au roi au sujet d'un éventuel accident au cours de l'opération. C'est un conseil d'ami.